Salut à tous, c'est Sirius. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Cordoue, encore une fois. Effectivement, j'avais promis de faire une partie 2 pour vous, qui concerne cette fois-ci les mystères de Cordoue et les détails cachés au sein de cette cité. Donc dans un premier temps, on va se diriger vers le musée de l'alchimie pour mieux comprendre les fondamentaux de cette pensée. Ensuite, on parlera des archives perdues de Cordoue et des grands savants qui ont perpétué le savoir, disons, de l'Antiquité et des anciennes civilisations. Et ensuite, on parlera du monument incontournable de Cordoue. Je vous laisse le suspense pour l'instant, voilà, je ne vais pas le révéler tout de suite, mais vous allez vite comprendre. Donc sachez que tous les symboles que je vais énoncer dans cette vidéo sont sujets à interprétation symbolique. Donc effectivement, ce ne sont pas des choses qui sont forcément réelles à chaque fois ou factuelles à 100%, d'accord ? Il y a beaucoup de théories, donc on n'est pas sûr de tout, voilà. C'est là justement qu'intervient le charme des mystères finalement. Donc voilà, ne rentrez pas dans des conclusions hâtives et ne soyez pas sûr de tout simplement. Après ce petit disclaimer, ne perdons pas plus de temps, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Le musée de l'alchimie. Allez, allons-y. Ok, donc les gars, j'ai frappé à la porte de la Casa de Alquimia et il y a une femme de ménage qui a ouvert et qui m'a dit qu'en gros fallait pas aller ici. Donc faut attendre un petit peu de temps du coup avant d'y aller, parce qu'elle m'a dit que ça ouvrait à 11h, voilà. Et puis elle m'a renvoyé au musée de l'Andalousie, mais moi je m'en fous, ce qui m'intéresse c'est le musée de l'alchimie. Donc on va attendre un peu et puis je vais vous emmener directement dans ce lieu. Voilà, donc maintenant on y est les gars, la Casa d'Alquimia. Ça devrait être ouvert à cette heure-ci. Donc bienvenue à tous dans le musée de l'alchimie de Cordoue. Donc le lieu est assez sympa, hein, c'est assez verdoyant. Donc face à moi actuellement nous avons une roue astrologique qui est d'ailleurs mêlée à des symboles de la langue arabe. Bon, avant d'aller plus loin, prenons un instant pour redéfinir ce qu'est réellement l'alchimie, car ce concept ne parle pas forcément à tout le monde. Donc l'alchimie c'est une discipline qui s'est développée au Moyen-Âge à la croisée des découvertes scientifiques de l'époque. Et donc son objectif principal, c'est de comprendre les secrets de la matière et tenter la transmutation des métaux. C'est-à-dire transformer les métaux qu'on appelle vils ou vifs, comme le plomb ou le mercure par exemple, en métaux nobles. Donc le mot lui-même vient d'ailleurs de l'arabe alchimia, qui signifie littéralement la chimie. Donc en fait avec la traduction en latin, ça a donné pour les Européens l'alchimie. Pour les alchimistes, cette transformation matérielle n'était qu'une partie du voyage. Derrière la transmutation des métaux, il y a aussi quelque chose de plus symbolique, un niveau de lecture qui est beaucoup plus différent, ce qu'on appelle la transmutation intérieure. Car oui, en fait, dans ces expériences scientifiques de transmutation des métaux, les alchimistes y voyaient une transmutation du corps, de l'âme et de l'esprit. Finalement, une transmutation personnelle, en fait. La transmutation de l'humain. Et donc, c'est une quête de transformation intérieure et de perfection de l'âme. C'est donc là que le mysticisme intervient dans cette discipline. Donc dans cette première salle, on peut voir que le musée expose plusieurs outils et instruments d'époque, comme par exemple des alambics, des creusets ou des cornues, et d'autres dispositifs qui étaient utilisés pour les expériences de distillation et de calcination de la matière. Par exemple, sur cette table-là, on peut voir que chaque signe astrologique est associé à un métal. Par exemple, moi je suis Scorpion, je suis né le 3 novembre, donc je suis associé à la chalcopyrite. Ok, heureux à tous, donc j'ai pu discuter avec la guide, et c'était super intéressant, donc on a discuté, disons, de l'histoire, du musée, de ce qui regroupait, etc. Donc c'était assez intéressant. Maintenant, on va pouvoir aller du côté de la bibliothèque de Cordoue, ou plutôt les jardins des rois catholiques, qui en fait possédaient toutes les archives, ou plutôt tous les ouvrages de la bibliothèque de Cordoue dans le monument. Voilà, donc on va y aller juste après. Messieurs, dames, j'ai la malheureuse nouvelle de vous apprendre que le jardin du Palais des Rois Catholiques est fermé aujourd'hui parce qu'on est le 1er novembre. Et donc le 1er novembre, c'est un jour qui est considéré comme férié. Voilà, donc il est malheureusement fermé.
Donc on va quand même faire un petit point historique sur la bibliothèque qu'il y avait à l'intérieur du Palais des Rois catholiques, qui était donc la bibliothèque Al-Hakam II. Donc Al-Hakam II, c'était un calife de Cordoue, d'accord, donc un calife de l'empire des Omeyyades. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent du pape chez les musulmans, donc un chef religieux. Il a cette bibliothèque à son nom car cette bibliothèque était connue comme ayant énormément d'ouvrages ésotériques extrêmement connus. Elle répertoriait entre environ 400 000 et 600 000 ouvrages, ce qui est absolument énorme. Et donc c'était la bibliothèque la plus importante d'Occident à cette période. Bon, j'ai pas eu d'autre choix que de me mettre plus loin parce qu'il y avait énormément de monde devant le jardin de l'Alcazar. Pour reprendre mes propos du coup, effectivement dans cette bibliothèque il y avait énormément de copistes, beaucoup de lecteurs qui venaient des quatre coins du monde, ou plutôt des quatre coins de l'Occident, même des gens qui venaient des pays arabes, du Maghreb, etc. C'était vraiment le centre culturel de tous les chercheurs de connaissances. Et donc, en parlant de connaissances, il y avait également beaucoup d'ouvrages ésotériques. Qu'est-ce que l'ésotérisme ? L'ésotérisme, pour donner une définition plus simple et accessible à tous, c'est l'ensemble des savoirs, disons, secrets, cachés, ou alors dits mystérieux, qui dateraient de l'Antiquité. Donc la plupart trouvent leur source à l'Antiquité, d'accord, voire dans des temps antédiluviens pour certains cas, mais dans d'autres situations, certaines sources ésotériques viennent du Moyen-Âge, comme par exemple avec l'alchimie qui date plutôt de l'époque médiévale, enfin qui s'est développée à l'époque médiévale grâce aux Arabes, et qui a été ensuite approfondie en Occident par les Allemands, les Français, etc. Les Latins de façon générale d'ailleurs. Bref, petit aparté. Donc, cette bibliothèque qui était à son apogée autour du 9e au 10e siècle regroupait énormément d'ouvrages ésotériques et d'ouvrages de connaissances en général, autant sur la théologie que sur les sciences, la philosophie, les mathématiques, etc. et l'astrologie. D'ailleurs, pour refaire un aparté sur l'ésotérisme regroupe plusieurs choses, comme par exemple l'alchimie, dont on a parlé au début, l'astrologie du coup, l'astronomie qui va avec, l'hermétisme, qui est une doctrine de Hermès Trismégiste, ou encore la théurgie par exemple, ou même parfois la magie opérative ou des choses dans le genre. Voilà la définition exacte de l'ésotérisme. Dans la bibliothèque de Al-Hakam II ont été traduits de nombreux textes extrêmement connus, comme par exemple les textes d'Aristote, donc des textes d'anciens philosophes de l'époque gréco-romaine, ou même encore les écrits de Hermès Trismégiste, ce qui donnera d'ailleurs naissance à l'hermétisme au tout début des premiers siècles, même si l'hermétisme est antérieur à cela. Donc voilà pour les ouvrages les plus connus, même s'il y avait également le Picatrix, publié dans cette bibliothèque. Donc le Picatrix, ça fait vraiment penser à un nom de Pokémon, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est un ouvrage de Majram al-Majriti. Je vérifie sur mes notes parce que le nom est un peu à couper au couteau. Majram al-Majriti est le fondateur qui est à l'origine de cet ouvrage, qui est considéré comme un ouvrage de philosophie, d'astronomie, de science et de magie opérative. Un ouvrage aussi qui regroupe les philosophies néoplatoniciennes, donc là je dois parler chinois pour certains, mais enfin bref, il y a trop de termes complexes, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, c'est des ouvrages en gros qui concernent l'ésotérisme et les façons les plus pratiques d'avoir accès à cette connaissance-là en fait. Et donc cet homme-là, qui est donc d'origine arabe, est donc à l'origine de cet ouvrage. D'ailleurs cet ouvrage aura beaucoup inspiré les philosophes de la Renaissance, comme par exemple les Rosicruciens, la fraternité rosicrucienne, ou même les francs-maçons. Et ça inspirera également un homme qui est extrêmement connu, il s'agit de H.P. Lovecraft, pour son ouvrage le Necronomicon. Pareil, un ouvrage assez similaire à celui du Picatrix. Donc pour résumer, cette bibliothèque, c'est un immense micmac de plein de types d'ouvrages différents. Donc tout le monde y aura à peu près accès, hein. Tous les gens qui ont un minimum de volonté dans la recherche de la connaissance y auront accès. Et donc évidemment ça regroupe des connaissances ésotériques qui ne sont pas forcément compatibles avec les religions abrahamiques, d'accord ? Donc christianisme, islam et judaïsme. Mais à cette époque-là, au début d'Al-Andalus, tout cela était complètement accessible. Même les femmes y avaient accès d'ailleurs, hein. Il y avait environ 170 femmes qui avaient accès à la recherche et à la lecture de ces ouvrages. Donc voilà, il y avait quand même une certaine équité à ce niveau-là. Donc après cet essor
de la lecture dans la société de Cordoue et la société d'Al-Andalus en général, malheureusement Al-Hakam II va finir par rendre l'âme, et donc suite à ça, le grand vizir, donc l'équivalent on va dire du roi de Cordoue et de la région, décide de brûler et de faire disparaître tous les ouvrages qui sont propres à l'ésotérisme et aux sciences, disons, anciennes et occultes, pour concilier les religieux. Donc ça va permettre en fait d'en gros revenir à un monothéisme plus dogmatique et plus auto-centré sur sa propre religion. Donc ça va retirer un tas de connaissances, donc à raison ou pas d'ailleurs, hein, chacun aura son propre avis là-dessus. Mais c'est suite à cet événement en tout cas que la bibliothèque de Cordoue va s'effondrer. Et donc on aura perdu la plupart de ses archives. Bon, après ce point sur l'histoire de la bibliothèque de Al-Andalus, on va pouvoir parler du fameux monument incontournable de Cordoue, qui est donc situé juste derrière moi. Je pense que vous avez déjà deviné de quoi il s'agit. Non, vous l'avez pas? Vous l'avez pas en tête pour l'instant? Allez, on va rentrer. Et oui les amis, nous sommes bel et bien dans la mosquée cathédrale de Cordoue. Donc je suis très content d'y être actuellement parce que le sujet m'intéresse depuis un bon moment. Là actuellement on est dans la chapelle chrétienne principale de la mosquée, car en effet c'est à la fois une cathédrale et une mosquée, mais on va y revenir juste après. Donc malheureusement je suis obligé de vous parler en voix off comme dans le musée de l'alchimie, puisqu'en fait j'ai commencé à parler en filmant dans le monument, mais une agente de sécurité m'a pris au dépourvu et m'a dit qu'en fait j'avais pas le droit de parler en filmant dans ce monument là, et que je devais supprimer la vidéo devant elle. Donc elle m'a forcé à supprimer la vidéo. Voilà. Pour placer les points historiques, la mosquée cathédrale de Cordoue a débuté sa construction sous le vizir Abdelrahman Ier, donc en l'an 786 après Jésus-Christ. Donc elle s'est étendue du 8e au 10e siècle. Sauf que, évidemment, un événement s'est imposé au XIVe siècle lors de la Reconquista des rois catholiques. Sur la mosquée, donc, les rois catholiques décident de faire construire la cathédrale. Voilà. La cathédrale royale de Cordoue. Sinon, pour parler des anecdotes, là on voit devant nous le fameux mihrab. Donc le mihrab, en fait, c'est un peu l'équivalent du chœur chez les musulmans, d'accord? Donc c'est l'endroit qui pointe vers la Mecque à l'origine. Sauf que celui-ci a une petite particularité, c'est qu'il ne pointe pas exactement vers la Mecque, mais plutôt vers le sud. Donc, selon certaines théories, ce serait parce que les mosquées syriennes sont construites de cette façon, donc elles sont dirigées en direction du sud-est. Mais après, ce n'est qu'une interprétation ou alors une théorie. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire pour ceux qui sont renseignés. Mais voilà, ça fait un petit peu partie des mystères de cette mosquée cathédrale. Au-dessus de nous, on peut voir des arches, donc tout le long de la visite, qui sont en fait les arches de la mosquée, en forme de fer à cheval, héritées donc du passé de la dynastie des Omeyyades, puisque c'était leur symbole phare. Et donc, il y a deux couleurs principales sur ces arches, qui, selon certaines interprétations, feraient référence à l'alchimie, puisque le rouge symboliserait la phase du rubédo, donc la phase de l'œuvre rouge dans le grand œuvre, et le blanc, la phase de l'œuvre blanc, donc l'albédo, donc la phase de purification. Donc ça symbolise le fait que le rouge souffre peut-être le principe actif, tandis que le mercure blanc est le principe passif. Voilà. Donc certains y voient une interprétation par rapport à la phase de purification en lien avec la prière musulmane, et la phase de fixation pour le rouge, du coup, qui est la stabilité de la mosquée, qui est donc symbolisée ici. Tenez, un petit détail caché assez amusant, c'est cet ange étrange qui joue de la musique. Donc ça fait un petit peu penser aux trompettes de l'Apocalypse, sauf que là il joue d'un instrument à cordes. C'est dans cette magnifique chapelle baroque qu'il y a la tombe du fameux cardinal Pedro Salazar,
sur laquelle il y a des symboles assez étranges, comme par exemple le crâne juste là, qui symbolise le memento mori, donc symbole de la mortalité humaine, et autour de lui les lions pour protéger sa tombe. Pour rester dans les détails, on peut voir un petit détail caché juste là, en haut du mur. Il s'agit d'un calice qui est littéralement enclavé dans le mur du monument. Et d'ailleurs, on peut aussi voir ici une étoile de David cachée, donc un hexagramme, juste là sur la gauche. Donc sûrement une petite référence, ou plutôt un clin d'œil à la communauté juive qui est également très présente à Cordoue depuis des siècles. Au niveau de la partie ouest de la cathédrale, on peut distinguer plusieurs personnages, notamment ici un lion ailé. Il s'agit de Marc, donc un des 4 évangélistes. Ici, avec les sabots juste à côté, on pourrait penser qu'il s'agirait de Luc, donc Saint Luc, hein, l'évangéliste qui a une tête de bœuf. Juste là, on peut reconnaître Saint Matthieu, donc l'ange, le seul des 4 évangélistes qui a un visage humain, qui est complètement humanisé, mais qui, comme tous, est ailé, donc il a des ailes. Et juste ici, on peut voir Saint Jean, donc l'aigle, qui est mis en évidence. C'est le seul de tous qui est mort de décès naturel. Donc pour conclure, au final, je dirais que la mosquée cathédrale est à l'image de la société de Cordoue à l'époque médiévale, puisqu'elle regroupe à la fois les Wisigoths, les catholiques et les musulmans, tout comme à l'époque médiévale, il y avait les juifs, les musulmans et les chrétiens, ainsi que les arianistes dans les époques antérieures. Au final, la mosquée cathédrale, c'est vraiment le joyau de la ville, puisqu'il représente toute l'histoire de Cordoue, donc c'est absolument passionnant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est de venir directement sur place si vous voulez voir les choses de vous-même, et peut-être en découvrir davantage sur les mystères de la ville. Donc en tout cas, si je trouve d'autres réponses aux questions qu'on a pu proposer dans cette vidéo, je ferai une deuxième partie, enfin une troisième partie du coup. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on est pas mal. Bon, pensez à vous abonner, mettez un like et surtout un petit commentaire pour le référencement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et des nouvelles découvertes. Allez, à plus.